chopé l'aptitude de rester si incroyablement immobile que j'en deviens pratiquement invisible. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui, rendez-vous streaming avec le film de Noël de Disney. Oui, ça fait un peu bizarre de dire film de Noël de Disney et streaming dans le même propos, mais que voulez-vous, la guerre de Disney contre la chronologie des médias français fait forcément des victimes, et donc c'est le cas de Avalonia, l'étrange voyage, dont on va parler maintenant et qui sort en France aujourd'hui exclusivement sur Disney+. Donc Avalonia qui raconte l'histoire de la famille Clède, vivant comme beaucoup d'autres au milieu des montagnes, sans jamais avoir eu la capacité de pouvoir les franchir afin de découvrir ce qu'il y a derrière. Donc les Clèdes, célèbres explorateurs qui vont faire une découverte extraordinaire lors d'un de leurs périples, donc une plante qui s'avérera être une source d'énergie qui changera radicalement la vie au village. Hélas, après 25 ans d'exploitation, cette ressource naturelle semble se détruire. Il est donc demandé aux Clèdes de partir pour découvrir l'origine du problème et le résoudre, quand ceux-ci vont faire face à un monde qui dépasse tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Alors, il faut savoir qu'effectivement, en raison de notre chronologie des médias, Disney nous punit, nous autres, salles français, en ne nous permettant pas de le voir en salle, et donc on sera les derniers servis via Disney+, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le film est un four monumental, puisqu'on parle quand même d'un budget de 180 millions de dollars, ce qui est colossal pour un film d'animation, mais finalement pour un box-office global actuel de 60 millions de dollars, et il n'en fera pas beaucoup plus. C'est donc une catastrophe, d'autant plus que généralement, les films d'animation de fin d'année proposés par Disney sont souvent voués à cartonner en raison de leur sortie durant Thanksgiving, mais sauf que là, ça a littéralement fait pchit. Et c'est bien dommage parce que techniquement, le film est somptueux, à l'image de toutes les récentes productions Disney, on va dire, et surtout, c'est un film qui visuellement est d'une extrême générosité en proposant justement un monde totalement imaginaire qui, alors qu'on s'extasie devant la créativité de James Cameron en proposant des baleines, oui, je sais, on va me détester pour ce propos. Avalonia peut se targuer de proposer un summum d'originalité et de richesse conceptuelle, alors certes en animation, mais notamment via sa production design, très soignée et particulièrement colorée, voire peut-être un peu trop, ceci dit. On pouvait d'ailleurs aussi faire ce constat avec Encanto, la famille Madrigal, l'an dernier. La mise en scène est très immersive et exploite à fond son univers, ça joue énormément sur l'immensité de ce monde dans chaque plan, donc oui, c'est vraiment regrettable de ne pas avoir eu l'occasion de le voir en salle quand même. Évidemment, qui dit film d'animation Disney dit aussi personnage attachant, et pour ça le film sait honorer sa part du contrat. Et Avalonia est même assez généreux en matière d'humour, alors justement dosé, on n'est pas non plus devant une comédie, je tiens quand même à le rappeler, mais oui, on va dire que toutes les cases du cahier des charges pour faire un bon Disney de Noël, normalement, sont cochées. Mais alors dans ce cas, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi le film est un flop au box-office? Pourquoi il a été boudé? Eh bien parce que justement, quand on parle du cahier des charges de Disney, le problème c'est que justement, depuis quelques temps, Disney a rajouté de nouvelles cases à ce cahier des charges, et des bien grosses cette fois, et qui à mon sens viennent entacher le film, comme d'ailleurs beaucoup d'autres productions de Mickey ces derniers temps qui répondent aussi à ces critères. Et la première chose qui visiblement a ulcéré les Américains, c'est le progressisme forcé, qui commence à être de moins en moins toléré là-bas. D'autant que certains États d'Amérique mènent une guerre justement contre Disney et sa politique d'idéologie au burin, et donc sa tentative de vouloir aussi éduquer via ses contenus à la sexualité dès le plus jeune âge, que les citoyens ne veulent pas voir dans leur divertissement. Et effectivement, le fils du héros est directement présenté comme homosexuel. Mais en soi, il n'y a aucun problème avec ça, bien au contraire, plus de diversité, moi je suis pour. Mais sauf que là, c'est propagandesque au même titre que la romance lesbienne dans la série Willow, quoi. C'est-à-dire que là, ça n'a aucune utilité ni finalité dans l'histoire, si ce n'est de dire « vous voyez, on remplit les quotas wokistes ». Mais chez Mickey, pourquoi vous essayez pas de raconter quelque chose là-dessus ? D'autant que l'histoire a suffisamment matière pour, notamment en raison des nombreux dilemmes familiaux intergénérationnels des Clèdes. Donc pourquoi, je sais pas moi, ne pas user de ces situations conflictuelles pour tenter de mettre en lumière la difficulté évidente de ces communautés à se faire accepter par le plus grand nombre, surtout aux États-Unis. Là, vous nous le posez comme tel en 2 minutes et basta. Comme si l'acceptation était une évidence au sein de votre monde, mais on n'est pas justement dans le monde des bisounours. Et la lutte pour en venir à ça va être encore très longue. Donc voilà, à mon sens, pour tenter de changer les mentalités, et on peut le faire justement en intégrant de l'inclusivité et de la diversité, c'est pas le problème. Mais pour changer les mentalités, il faut pointer du doigt les problèmes en question. Mais sauf que Disney s'en fout complètement, parce que Disney ne fait qu'honorer les quotas.
Mais ce qui ne veut pas dire que ça honore ses communautés, au contraire. Hein. Alors oui, certains vont me dire que je chipote parce que ça représente 2 à 3 minutes en tout et pour tout dans le film. Oui, mais si c'est mal foutu, ça peut te sortir du film. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Surtout quand là, tu sais très clairement que c'est ni plus ni moins que du placement de produit. Alors oui, c'est moche justement d'utiliser ce terme de placement de produit, surtout quand on parle d'une communauté, mais c'est de la pub pour appuyer les convictions politiques et idéologiques d'une entreprise de divertissement qui pourtant devrait prôner la neutralité. On l'a vu dans Willow, j'en fais la review en mode spoiler fou pour chaque épisode, ça ne raconte absolument rien, et le showrunner l'a lui-même dit, le but est avant tout, avec cette série, de vendre du progressisme, donc je le dis, pour les gens rebutés par le wokisme au forceps, ça va sûrement vous poser problème. Ça devient envahissant, même en 2 ou 3 minutes, c'est trop, faites-le intelligemment, vous êtes capable de le faire, pourquoi vous ne le faites pas ? Et d'autant que ça ne fait que confirmer les propos de Carey Burke. Alors, effectivement, je m'écarte un petit peu de l'aspect critique, mais pour vous montrer un petit peu le problème au sein de Disney. Donc, Carey Burke, qui est une présidente de Disney et qui, en tant que mère de 2 enfants queer, a décidé d'utiliser l'entreprise aux grandes oreilles pour mettre en place de l'inclusivité LGBTQIA+, mes genoux, partout, même si ça n'a aucune utilité et aucun sens, à raison de 50% des héros dans l'avenir des productions Disney, donc soyez prévenus, et ceci validé par le nouveau PDG de Disney, à savoir Bob Iger, alors qu'on pensait finalement qu'il allait réduire le wokisme. Non, au contraire, il va le mettre encore plus en marche. Et pire que tout, c'est que tout contenu faisant justement état de ces inclusivités amène à des flops mais considérables et des grosses pertes d'argent, mais visiblement ils ont décidé de redoubler d'efforts dans ce sens, alors bon, va comprendre, hein. Et c'est d'autant plus regrettable de devoir utiliser une entreprise qui vaut des milliards, qui jusque-là a traversé des décennies et des décennies et des décennies sans vraiment... si, en essuyant quand même des problèmes, mais qui a toujours survécu, et qui là est dans une situation financière catastrophique à cause de ça. Donc faites-le intelligemment, respectez ces communautés, si vous voulez vraiment que justement ça soit honoré. Comme j'ai l'habitude de dire, on ne convertit pas tout un peuple à sa cause avec des miettes, on le convertit en lui donnant le pain entier. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur ce point. Et puis, il y a aussi un autre gros problème du film, c'est qu'il ratisse tous les sujets de l'écologie à un niveau de matraquage, tel qu'on va même faire référence au fait que les tortues sont en voie d'extinction dans une scène que je ne spoilerai pas, mais quand vous la verrez, vous comprendrez tout de suite. Donc effectivement, les énergies renouvelables, vive les éoliennes, vive l'électricité, etc., etc. Ah bah ça, les hommes soja vont absolument kiffer ce film, hein. Et c'est là tout le problème, selon moi, de ce film, et même de Disney, dans le sens où, dès la présentation du nouveau logo animé de Disney en l'honneur des 100 ans, on te marque clairement 100 ans de magie. J'invente rien, hein, c'est marqué très clairement sous le château. Et là, on te propose finalement un voyage extraordinaire, mais où la magie doit faire place à des intentions politiques et idéologiques qui inondent tout par manque total de subtilité. Tout ce qu'on ne cherche pas quand on veut s'évader via un divertissement familial. Et c'est bien dommage parce que le film a vraiment tout le potentiel pour être une expérience magique, d'autant que l'histoire n'est franchement pas mauvaise, avec ses relents de classiques du genre, type Voyage au centre de la Terre ou encore L'aventure intérieure, et puis notamment, comme je le racontais, cet aspect un petit peu dramaturgique au sein de la famille Clade, puisqu'il y a des conflits familiaux un petit peu partout, et notamment entre les diverses générations père et fils. Alors évidemment, petit aparté, et ça c'est la petite particularité du film, ce n'est pas un film musical. Les parents, vous pouvez souffler, vous n'entendrez pas de chansons. Ça, c'est absolument génial. Je vous le dis, moi-même, j'ai soufflé très fort, hein, à la joie de cette absence de chansons propres à Disney. Voilà, je ne vais pas m'attarder davantage, mais vous aurez compris, on a vraiment affaire à un budget colossal, qui se voit, hein. Là, formellement, il n'y a absolument rien à redire, hein, moi je le répète. Hein. Mais pour vendre du discours d'écolo-bobo progressiste de la part d'une entreprise qui n'est justement pas la mieux placée en la matière, il me semble rien que sur le plan écologique. Donc voilà, on profitera au moins du plaisir du voyage et de ses découvertes, qui, elles, au moins, ne lasseront pas. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review spoiler fou de l'épisode 5 de Willow, justement. Il fallait trouver la classe américaine, sortie en 1993 et réalisée par Michel Hazanavicius. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des petits commentaires et à vous exprimer peut-être par rapport justement à cette situation de progressisme. Toujours dans la bienveillance, on peut justement débattre sans avoir à exprimer de la haine pour les points de vue de chacun. Je le répète, ce n'est que des points de vue et il ne faut surtout pas rentrer dans ce mauvais jeu de Disney. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo, mais pensez également à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, toujours sur le nom de l'écran fou, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye!